Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bazar. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'un format que nous avons décidé d'appeler le Book Club, et dans lequel, comme vous pouvez vous en douter, nous allons parler de romans. Donc, quand je dis nous, c'est moi et Étienne. Salut Étienne. Salut Hugo. J'aurais dû dire Étienne et moi, je suis pas très poli. Euh, Ça commence bien. Non, le format est relativement est prévu pour être relativement souple. Nous sommes proposés d'y intégrer à peu près tout ce qui parlait de littérature sur Bazar. Mais pour l'instant, ça devrait s'organiser comme une critique ou un retour, un commentaire sur des livres dont nous nous imposons la lecture, Étienne et moi. Euh, donc pour ce premier numéro, nous avons un tout petit peu triché puisque nous avons choisi de relire un livre et pas de lire un livre pour la première fois, parce qu'il fallait que ce soit un peu confortable et surtout très stimulant. Alors nous avons choisi, je te laisse le dire Étienne, même si tout le monde l'a vu avec la miniature, Méridien de sang de Cormac McCarthy. et je te laisse tout de suite nous en dire un peu plus sur Méridien de Sang si ça te va. Oui, ou même voire même Cormac McCarthy Ou tout court, McCarthy, oui. qui est donc est un écrivain américain qui est assez largement considéré comme l'un des plus grands romanciers américains du XXe siècle. Il naît en 1933 à Rhode Island, euh, dans le Rhode Island à Providence, mais il grandit majoritairement dans le Tennessee, donc ça va assez largement marquer, disons, l'esthétique de ses romans. Il a une carrière assez réduite, c'est-à-dire qu'il a seulement publié 12 romans euh, au cours de sa vie, qui vont couvrir plusieurs genres, notamment le western, le southern gothic, le roman post-apocalyptique. Et son style a beaucoup été reconnu comme étant un style biblique, très inspiré par Faulkner, Melville, possiblement Joyce et la Bible. Donc, Et si je peux me permettre, bah, déjà ça commence, c'est-à-dire qu'il a une naissance qui est toute Lovecraftienne, et c'est pas le chemin qu'il choisit dans ses influences, c'est-à-dire qu'effectivement ce qui le marque c'est plutôt le Tennessee et les Appalaches que le Rhode Island et ce genre de paysage-là. Il s'inscrit vraiment, tu l'as dit en parlant de Southern Gothic et de Western, je te laisse développer après, mais dans la veine de tous ces écrivains qu'on pourrait dire, même si c'est assez flou, de l'Amérique profonde. Et j'ajouterais par exemple à la liste que tu as dressée des écrivains comme Toni Morrison, par exemple. Je trouve que c'est quelqu'un qui entretient des liens assez forts. Aujourd'hui, par exemple, dans les écrivains contemporains, on compte Jasmine Ward dans cette mouvance. Bon, enfin, je te laisse continuer. C'était pour vraiment marquer le fait que il naît dans un environnement. Voilà, ça fait, quand on parle de Providence, on pense tout de suite à Lovecraft, et que lui, il va plutôt aller puiser dans le terreau sudiste. non, non, mais tu fais bien d'épaissir mon propos avec ces informations-là qui sont très intéressantes. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une carrière littéraire qui est assez courte, c'est-à-dire assez réduite. 12 romans, c'est pas beaucoup. Et il va avoir des débuts assez confidentiels avec L'Obscurité du dehors ou encore Suttery, qui vont être des romans salués par la critique, mais assez ignorés du grand public. Et du coup, en fait, sa reconnaissance critique va être faite avec Blood Meridian, qui aujourd'hui est considéré comme son chef-d'œuvre. Euh, donc, il est publié en 1985 et il reçoit un accueil qui est assez mitigé. Mais ça va vraiment être l'œuvre pivot qui est à la fois un roman historique, une épopée apocalyptique, un récit presque qu'on pourrait dire initiatique finalement, avec la figure du Kid, qui est le personnage principal. Euh, et voilà, Harold Bloom, qui est un grand critique littéraire américain. On va beaucoup en parler, je pense, aujourd'hui dans le podcast, parce que c'est une des références, du coup, pour la critique de Blood Meridian. Voilà, Harold Bloom expliquait que c'était l'équivalent de Moby Dick pour notre temps. Euh, à partir de là, pour un petit peu parler de la suite de sa carrière, il va avoir le succès public qu'il mérite avec euh, All the Pretty Horses, qui est publié en 1992, qui va maintenant être un succès commercial. Il va recevoir, me semble-t-il, le National Book Award. Il va lancer la trilogie des confins. Et ensuite, il va y avoir véritablement la consécration avec No Country for Old Men, qui est un succès littéraire
et cinématographique, vu que c'est un film oscarisé et réalisé par les frères Cohen. Et enfin, il y a La Route en 2006, qui est son roman post-apocalyptique, qui va recevoir le prix Pulitzer de fiction. Et donc déjà, il s'inscrit dans la liste très très réduite des auteurs à avoir remporté et le National Book Award et le prix Pulitzer. Et je profite du fait que tu parles de La Route pour rappeler que La Route, c'est un phénomène littéraire énorme. En termes de vente, en termes de couverture médiatique et critique, de réception du public, de réception critique, adaptation au cinéma. Là, bon, c'est nettement plus tard, mais récemment, Manu Larsenet en a fait une bande dessinée qui a elle-même été un énorme succès. Enfin, je veux dire, La Route, c'est un phénomène comme on en rencontre rarement quand il est question d'écrivains aussi, on va dire, aussi difficiles, je pense qu'on peut le dire, aussi exigeants, et aussi confidentiels d'une certaine manière que Cormac McCarthy. Donc vraiment, je profitais de ça pour dire qu'il y a une montée en puissance et La Route qui est on va dire son avant-dernier roman, puisqu'ensuite il sort le Passager et Stella Maris, qui sont 2 romans qui en forment qu'un. La Route est vraiment une sorte d'Himalaya dans la reconnaissance critique de son œuvre. Et un Himalaya, c'est le cas de le dire, puisqu'il a survolé tout ce qu'il y avait autour. Ouais, et c'est intéressant de voir, de relire, disons, ce succès commercial à la lumière de sa personnalité. Donc il a une vie privée qui est très retirée, il a refusé beaucoup d'interviews, il a refusé des prix, des apparitions publiques. Faut voir les témoignages de son ex-épouse et de Geoffrey West, qui justement expliquait comment il se comportait par rapport au succès. Il a vécu très reclus, il a vécu dans des cabanes, dans des motels, il préférait manger des haricots plutôt que d'être payé pour une lecture. Il a longtemps vécu dans une maison délabrée au Tennessee, il dormait à même le sol, dans des motels bon marché, comme je vous l'ai dit. Il a travaillé sans ordinateur, il n'avait pas de téléphone, il tapait que à la machine à écrire. Donc voilà, c'était un espèce de moine du travail et de la littérature. Et il s'est jamais vraiment imbriqué dans le système littéraire. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant quand on voit justement le succès de ces romans dans la deuxième partie de sa carrière. Bah, c'est intéressant d'autant plus que, bon après nous en viendrons un peu plus, plus vite à Blood Meridian, puis ça fait un moment que nous introduisons, mais c'est intéressant quand on sait que la littérature américaine est une littérature qui fait peut-être moins système que la nôtre, et dans laquelle les destins littéraires éclatés sont plus aisément envisageables. Et donc McCarthy, c'est vraiment l'image de l'écrivain américain, reclus, je sais pas à quel point on peut le dire, mais en tout cas, oui, solitaire, et qui refusait un peu de parler de littérature, l'air de rien. On sait qu'il s'intéressait à énormément de choses, à l'océanographie, à la physique quantique et à la physique nucléaire, et que finalement, il préférait parler de ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi pour comprendre son œuvre, parce que pour dire encore un mot, et après, je pense que nous commencerons sur le livre, mais c'est présent déjà dans Blood Meridian, c'est qu'il n'a pas... ces personnages ne sont pas des personnages d'écrivains, des personnages du milieu littéraire, du milieu urbain, huppé, et ça en dit long sur sa manière de se détourner d'un milieu, même dans ses thèmes et dans son travail sur les personnages. Oui, bah, je pense que ça fait directement le lien avec Blood Meridian, qui, voilà, et comme on l'a dit, est vraiment le roman, le sommet de McCarthy, en tout cas critique. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est son plus grand livre. Ouais, presque tout le monde, ouais. Voilà, donc... Il y a quelques avis, quelques voix qui vont à ce tri. Ce tri qui est un très grand livre aussi, hein. Mais si je Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... pardon, je t'ai coupé, sur Meridian 100, c'est introduire le livre, parce que... See the child. He's pale and thin. He wears a thin and ragged linen shirt. He stokes the scullery fire. Outside lie dark-turned fields with rags of snow and darker woods beyond that harbor yet a few last wolves. His folk are known for hewers of wood and drawers of water, but in truth his father has been a schoolmaster. He lies in drink. He quotes from poets whose names are now lost. The boy crouches by the fire and watches him. Night of your birth, 33. The Leonids, they were called.
God, how the stars did fall. I looked for blackness, holes in the heavens, the dipper stove. Finalement, Méridien de Sang, c'est un livre, en même temps une espèce d'épopée biblique, un livre post-apocalyptique, enfin, ou apocalyptique plutôt, un western, mais dans le dur, c'est vraiment un western qui s'inscrit dans une logique de récit historique, et qui va suivre en fait la vie du kid, donc du gamin, qui est un gamin né dans le Tennessee en 1833, et on va le suivre en terre sauvage, donc des terres d'Amérique du Sud encore vierges, celles du Texas, du Mexique également, et on va Enfin, du sud des États-Unis, tu veux dire. du sud des États-Unis et à la frontière mexicaine beaucoup aussi. Et voilà, c'est un. Alors quand on dit que c'est apocalyptique, c'est qu'il va beaucoup jouer justement sur le langage pour donner cette impression de monde délabré, de feu, d'os et de sang. Et donc on va suivre justement le kid à travers ses pérégrinations, et justement il va rejoindre une bande de chasseurs de scalps. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, la chasse au scalp était institutionnalisée, c'est-à-dire que on pouvait, contre l'échange d'un scalp indien, recevoir une prime. Donc il me semble qu'elle était de 200 $, ce qui était assez énorme pour l'époque. Et voilà, donc c'est un contexte qui est très violent, avec une violence qui peut presque devenir cosmique, et une histoire qui devient un mythe. Et on va vraiment plonger dans une espèce de cauchemar, cauchemar éveillé, avec tout un tas de visions hallucinées. Je précise pour les auditeurs qui n'ont pas lu le roman qu'il est assez ardu de raconter, de résumer l'histoire de Méridien de Sang, puisque l'intrigue, enfin le plot, est assez mince d'une certaine manière. Alors bien sûr, il y a tout un chemin, il y a un trajet, c'est un vrai roman, d'une certaine manière, c'est un roman d'aventure, mais c'est quand même un roman elliptique, un roman dont le rythme est parfois assez lâche et qui est structuré autour d'un rythme un peu ahanant, comme ça. Et ça, c'est. Ça peut rebuter. Voilà, il faut s'attendre quand même à un livre dans lequel la description du paysage, les digressions des personnages, la logorée, le dialogue parfois un peu abscon ou un peu rude ont autant de place que le déroulé de l'intrigue. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il y a pas vraiment. En fait, il n'y a même pas d'intrigue. Il n'y a pas de fil narratif propre à proprement parler, ou du moins il est vraiment secondaire par rapport à la succession de massacres et de visions qui jalonnent le roman. Donc ça va beaucoup jouer sur les retours d'images, le feu, le sang, le désert, comme des espèces de litanies. Mais néanmoins, on peut quand même détacher trois parties. C'est-à-dire qu'il y a la jeunesse du kid, donc avec le décor du sud-ouest, les expéditions filibustières, l'âge d'or de la chasse au scalp, avec les conquêtes territoriales et les massacres, et enfin l'effondrement du groupe, donc de la bande de Glenton, avec l'errance, le duel final et l'espèce de fin très cryptique. Et oui, en effet, mais tu parlais de Glanton, ça me fait penser, donc, ce schéma assez simple peut résumer grossièrement le roman, même si c'est forcément très lacunaire. Mais une des grandes forces du livre, c'est aussi l'incarnation de ces choses-là, c'est-à-dire que cette espèce de groupe à la fois de chasseurs, de pèlerins, de ce groupe errant un peu étrange, qui sera au cœur du roman, finalement, il est fort parce que les personnages sont forts. Et là, il y a quelque chose, donc le style de McCarthy a beaucoup été comparé à celui de Shakespeare. Shakespeare, comme grande inspiration de McCarthy, est comment dire, une petite trouvaille critique qui n'en est plus une, tout le monde l'a plus ou moins remarqué, et une des grandes forces de McCarthy, qui est aussi celle de Shakespeare, c'est de créer des personnages très forts, qui sont capables qui possèdent un horizon symbolique sans cesser d'être des créatures, j'oserais dire, charnelles, et incarnées dans et par le verbe. Ça, c'était la grande force de Shakespeare, c'est de créer des personnages qui s'expriment tous d'une manière différente et tous à leur manière propre. Et il y a un peu de ça dans Méridien de Sang, même si
le côté archéologie d'un sud du 19e siècle peut nous faire entendre des voix qui parfois se ressemblent dans l'utilisation du jargon et de l'argot. Mais quand même, quand le personnage du juge, que je te laisserai introduire, quand le personnage du gamin, quand le personnage de Glanton ou de Todd Vine s'exprime, il y a une autonomie dans leur voix qui est réellement, comment dire, qui porte vraiment le roman, qui le fait exister, qui lui donne de l'épaisseur et de la matière. Et ça, c'est ce qui permet justement, à mon avis, dans l'équilibre du roman, de compenser cette, entre guillemets, absence d'intrigue. Ouais, oui, je suis d'accord. Les personnages du livre sont vraiment un des gros points forts en fait du roman, et ça nous permet au lecteur de se rattacher. Et il y a même presque un certain attachement au personnage. Alors, pas un attachement classique, c'est-à-dire que c'est difficile de s'attacher à des meurtriers, à pratiquement des monstres humains, hein, en quelque sorte, bien que le Kid soit une des seules, en tout cas, figures du roman qui garde une partie de son humanité. Mais quelque chose que je voulais aussi, j'aimerais revenir dessus, c'est pour un petit peu expliquer comment ce roman arrive à se constituer une épaisseur qui est tout simplement formidable. C'est par la saturation de références. Donc c'est très, très écrit, voire surécrit. Et il y a beaucoup de choses qui affluent, c'est-à-dire il y a des références à l'ésotérisme, des références bibliques, géologiques, zoologiques, ethnographiques, il y a des historiques, linguistiques. On passe par l'histoire américaine, donc c'est un roman qui est ancré dans une expédition de Scalp qui est menée entre 49 et 50 pour éliminer les populations amérindiennes, qui a réellement existé. Ça a notamment été documenté par John Sepish, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Notes on Blood Meridian, qui entreprend de documenter et qui éclaire et contextualise le Blood Meridian de McCarthy, en rassemblant toutes les sources historiques, culturelles, mythologiques, lexicales qui sont mobilisées dans le roman. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le travail de McCarthy relève presque de l'archéologie du sud de l'Amérique, des États-Unis. Et c'est tout simplement passionnant, parce qu'en fait, on va passer d'un contexte historique très fort. Donc il y a notamment eu My Confession de Samuel Chamberlain, qui est un espèce de roman picaresque, enfin de recueil de notes qui fonctionne un peu comme un recueil picaresque. Et là-dessus, on va retrouver des sources qui évoquent le personnage de Glenton, du juge Holden, donc qui sont des figures historiques, avec certes un statut incertain, mais qui va être crucial dans le roman. Et on peut dénombrer un grand nombre de notes, d'extraits de journaux. On peut penser à William Carr, à Theodore Goodman, qui ont été des témoins du massacre de Yuma, dont McCarthy s'inspire pour ancrer son roman dans des faits. Et tout ça, ça va cohabiter avec des références qui sont aussi littéraires, comme tu parlais de Shakespeare, Moby Dick, on pourra peut-être y revenir un petit peu, Faulkner dans une certaine mesure, ça aussi ce serait bien d'en parler, et de Milton aussi. Et on va débattre de Faulkner, de la place de Faulkner dans Meridian. Bon, en tout cas, ce que tu dis est très juste. Donc le livre de Sepish est un livre très universitaire, riche, abondamment documenté, qui est intéressant surtout parce qu'en montrant l'envers du décor et le travail de recherche et de compilation qu'a opéré par McCarthy, l'on peut mesurer l'exploit que représente sa mise en récit poétique, puisque la langue de Meridian Sang est très belle, très poétique, très lyrique. L'on n'a jamais le sentiment, j'ai l'impression, en lisant le roman, de lire une sorte de recueil documenté, mais plutôt un poème mystique parfois. Et ça, il le fait à partir de récits historiques, à partir de sources, à partir de recherches, et c'est magnifique comme il les a fondus dans un roman. Oui, je suis totalement d'accord. Il y a une oralité presque dans sa langue qui se rapproche un petit peu du poème, comme par exemple l'Iliade ou l'Odyssée, enfin des grands récits mythologiques, donc qui va cultiver une imagerie qui soit cosmique et biblique, et voilà, on s'inscrit dans une espèce de forme d'archaïsme tragique. Donc il y a
des systèmes comme la parataxe ou la police index qui vont revenir, donc c'est-à-dire le fait de répéter parfois et plusieurs fois. Donc ça, c'est des systèmes de scansion, me semble-t-il, qui viennent de la Bible du roi Jacques, King James Bible, qui, je crois que c'est Olivier Cohen qui en parlait justement, qui expliquait qu'en fait tous les petits-enfants anglo-saxons, américains et anglais lisaient cette Bible-là très jeune et que ça avait sans doute beaucoup marqué McCarthy. Et voilà, ça donne une prose qui est presque incantatoire et ça permet, comme tu le disais, en fait, de fondre tout ce système-là, toutes ces références historiques dans un grand récit américain. Oui, et ça va jusqu'à la structure. Les chapitres sont comme des chants, avec une forme assez particulière, bon, qui est très connue, mais qui n'est plus très utilisée, très usitée aujourd'hui dans le roman. C'est que au début de chaque chapitre, il y a l'annonce de ce qui va avoir lieu dans le chapitre, annonce allusive. Et c'est un procédé très utilisé dans le roman postmoderne. Je pense par exemple au Courtier en tabac de John Barth, qui sera peut-être l'exemple le plus flamboyant de cette utilisation-là, et qui fait écho par exemple au roman du XVIIIe siècle, à Tristram Shandy, etc. Et donc ça a suscité, pas uniquement ça bien sûr, mais ça a pu à mon avis contribuer à analyser Méridian de sang comme un livre postmoderne. Et ça, c'est un débat qui existe chez les lecteurs de Cormac McCarthy. Je pense que toi comme moi, nous sommes sur la ligne d'Aaron Gwyn, donc l'écrivain et on va dire spécialiste du roman, qui expliquait très simplement que ce n'était qu'un roman de genre, un roman d'horreur, comme il y a des films d'horreur, sur des chasseurs de scalps, ce qui n'enlève rien à sa profondeur et à son discours, mais qui n'était pas un roman qui jouait des conventions. On l'a beaucoup qualifié d'anti-western. J'avoue que c'est un terme qui, moi, m'inspire pas grand-chose, et que pour moi, c'est un western. À la limite, c'est comme Harold Bloom disait, c'est le western absolu, fait pour ne pas être dépassé dans ce genre-là. Ça, je peux l'entendre, mais un anti-western, j'ai un peu plus de mal. Et donc, cette structure, cette somme de références, cette obscurité du livre parfois, elle a pu entraîner une analyse postmoderne. Moi, je pense que c'est un roman qui est vraiment une tentative d'écrire un roman épique américain, American Epic, comme a pu l'être Moby Dick d'une certaine manière. Et je prends encore un peu de temps, si tu le veux bien, pour dire un mot sur cette forme de l'épique américaine, parce que c'est une forme, moi, que je trouve assez rare, dans le sens où je fréquente pas mal les œuvres américaines. Déjà au cinéma, je vois pas beaucoup de lyrisme aussi puissant que... pardon, en littérature, je vois pas beaucoup de lyrisme aussi puissant que celui de McCarthy, et j'en vois beaucoup au cinéma. J'en vois chez Malick, j'en vois chez Spielberg, j'en vois chez Coppola, j'en vois chez John Ford, j'en vois chez Vincente Minnelli. Et cette veine lyrico-épique, si j'ose dire, on la retrouve peu en littérature. Parce qu'en littérature, la littérature américaine, le roman américain a pris le chemin plutôt du Great American Novel, d'une espèce de grande fresque sur l'Amérique, par exemple Absalom Absalom de Faulkner, par exemple American Pastoral de Philip Roth. Et McCarthy, lui, écrit vraiment le pendant épique du grand roman américain. Et c'est vraiment très, très impressionnant, parce que quand on le tient dans les mains, il y a quelque chose de primitif, de presque préhistorique dans sa langue et dans ce qu'il décrit, qui fait que le livre est une succession de visions héroïques et tragiques en même temps, un peu comme quand on lit effectivement l'Iliade et ses batailles et ses descriptions et ses épithètes, et, euh, et donc j'inscrirais vraiment, comme tu l'as dit plus ou moins, Méridian de sang dans la tradition de l'œuvre épique, dans la tradition de l'oralité, même si bien sûr on sait que ça emprunte à Shakespeare, à Joyce, et aussi à de la littérature plus contemporaine.
Oui, je suis totalement d'accord, hein. Moi, j'ai du mal un peu à y voir aussi quelque chose de postmoderne, bien que les arguments généralement qui soient utilisés pour le mettre dans ce genre-là fonctionnent, ils sont pas totalement obsolètes. Mais disons que c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on souhaite aborder l'œuvre, dans quel axe on souhaite la considérer. Et moi, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux en le prenant comme un espèce, comme tu l'as dit, de chant de guerre, d'épopée mythologique. Et c'est vrai que du coup, le fait de le classer comme un anti-western, ça enlève un petit peu de ça lui retire un petit peu cette aura-là. Même si je comprends finalement ce qu'on veut dire, euh, c'est un peu ce côté-là où le western, on le voit comme quelque chose de plus flamboyant, qui va, disons, mettre en avant l'histoire américaine, un peu à la manière des films de John Ford, par exemple. En tout cas, l'image qu'on s'en fait au cinéma. Cela dit, il y a quand même aussi des westerns qui sont, au cinéma, j'entends, qui sont très, très crépusculaires. Et donc peut-être qu'on pourrait plus le qualifier de western crépusculaire, si on veut rentrer dans vraiment la dénomination pure et dure de ce que peut être Blood Meridian. Euh, C'est-à-dire que l'Ouest ici n'est pas porteur de promesses ou de civilisation, il est crépusculaire. Et ça fait donc du western un contre-mythe en quelque sorte. Mais je suis d'accord pour dire que voilà, c'est en soi un western. Ah, moi, ça me fait penser à... Parce que quand je l'ai lu, je l'ai découvert et compris comme une œuvre absolument unique, sans équivalent. Et c'est comme ça qu'on l'a présenté, en plus. Et plus j'y pense, plus je me dis que ça me fait quand même pas mal penser à des films. Par exemple, sur une vision crépusculaire d'un lieu d'étendue sauvage et d'une civilisation violente, ça me fait penser à Apocalypto de Mel Gibson. Sur le rapport épique à un ouest gigantesque, à la fois historique et à la fois mythique, les deux en même temps, main dans la main, ça me fait penser à La prisonnière du désert. Et donc, c'est pas pour dire que le livre est pas unique, il l'est dans sa forme. C'est vraiment un livre prodigieux et unique, et qui mérite d'être lu. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas une tentative de McCarthy de se mettre, comment dire, en délicatesse avec tout ce qui a été fait dans le roman de genre, et il écrit vraiment un roman de genre. D'ailleurs, il y a aussi tu parlais donc, d'épopée guerrière, il y a une forme de déploration aussi, quand on y pense. Moi, je trouve que cette somme de massacres, parce que faut le dire, nous ne l'avons pas énoncé clairement, même si ça s'entend quand nous en parlons, le livre est extrêmement violent. Je pense que tu me dis si c'est pas le cas pour toi, mais moi c'est la chose la plus violente que j'ai lue. Oui, bah, à tel point que beaucoup de lecteurs ont. Je veux dire, c'est très très fréquent que des lecteurs s'arrêtent assez rapidement parce que il y a des visions qui sont quasiment insoutenables euh, dans Ah oui, oui, l'utilisation de la, bah, la violence. la tumeur d'un cheval sous le soleil, les corps vidés d'eau, les scalps, bon, c'est La nécrose, terrible. enfin, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Donc, c'est-à-dire que si vous avez du mal avec la violence, le sang, le meurtre et toutes ces choses-là, eh ben, je pense qu'il faudrait oublier l'idée de lire Méridien de sang. En Euh, effet, mais même peut-être pas en entier, mais déjà il faudrait se méfier quand on saisit un roman de McCarthy. Alors il n'y en a aucun qui est violent comme ça, mais à part Méridien de sang donc. Mais déjà c'est un écrivain, bon, quand on voit de quoi parle un enfant de Dieu, quand on lit même L'obscurité du dehors, c'est un écrivain qui aime plonger ses mains dans la boue. oui, oui, il fait pas dans la dentelle, quoi. Bah, ce qui est étonnant, tu parlais de dentelle, c'est à quel point il arrive à produire un texte ciselé et orné à partir du sang, de la violence. Et c'est ce qui, quand on lit Harold Bloom sur Méridien de sang, ça semble l'avoir beaucoup troublé. C'est-à-dire la beauté de la langue dans la description du massacre. On sent qu'il est pas mal à l'aise parce qu'il est fasciné, mais qu'il est vraiment troublé et sidéré par cette puissance de la description macabre. Oui, c'est certain. C'est certain. Et justement, il disait que
voilà, que Blood Meridian se présente un peu comme une espèce de tapisserie très dense, cryptée, assez violente, mais qui, malgré tout, est extrêmement majestueuse. Et il faut le lire, en fait, non malgré, mais à travers sa violence. C'est-à-dire que la violence est la matière même du bouquin, elle est sa métaphysique, et c'est elle qui fait sens, finalement, même si beaucoup de commentaires expliquent que, justement, le monde de Méridien de Sang, ou en tout cas le monde décrit dans Méridien de Sang, est celui d'un monde vidé de sens. Oui, une forme de nihilisme palpable, même si c'est un nihilisme illusoire et qu'en fait, tous les personnages semblent engoncés dans un univers, dans un environnement nihiliste, et peut-être par la violence, peut-être par la philosophie, peut-être par je vais pas dire la repentance dans le cadre du Kid, mais par la prise de conscience, et c'est peut-être de s'arracher d'une certaine manière à cet arraisonnement nihiliste. Euh, nous parlons beaucoup aussi, quand nous évoquons Méridien de Sang depuis tout à l'heure, des références et des livres dont nous le rapprochons, vision dantesque de l'horreur, chant lyrique à la manière des Aèdes d'Homère, par exemple, comment dire, vision tragique et puissance expressive du langage assez shakespearienne, et surtout en maître référence de McCarthy, puisqu'on sait que c'était son livre de chevet d'une certaine manière, euh, la place de Moby Dick comme influence du roman. Beaucoup ont comparé le juge Holden, que nous n'avons pas assez présenté. Alors juste après cette phrase, je te laisse le présenter, mais beaucoup ont comparé le juge Holden au capitaine Ahab de Moby Dick, et Bloom, lui, le compare plutôt à la baleine elle-même. Et est-ce que tu peux... Donc je finis ma phrase, pardon, c'est un peu décousu, c'est pour dire que c'est un livre qui suscite la comparaison avec les grands textes, parce que sa forme fait penser aux grandes formes. Et ça, moi, c'est ce que j'ai préféré, je crois. C'est la manière dont on peut le comprendre comme une épopée, on peut le comprendre comme une tragédie, on peut le lire comme une forme de récit shakespearien qui reprend l'histoire des États-Unis dans une volonté melvillienne au sein d'un enfer dantesque. Comme ça paraît saturé et un peu lourd, mais le livre est unique par sa langue. Mais donc je parlais du juge Holden et de son rapport à Ahab ou à Moby Dick. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le personnage du juge, qui est quand Alors, même le personnage qui fascine tout le monde? tout de suite, mais juste je veux rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit, et il y avait Bien une sûr. phrase que McCarthy disait, c'était "The ugly fact is books are made of books, is that books are made of books." C'est-à-dire que la chose triste ou la chose laide, c'est le fait que les livres sont faits d'autres livres. Et Ouais, en la fait, triste vérité, c'est... Ouais. ouais, oui, voilà. Et, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de principe d'intertextualité très profond qui invite à prendre au sérieux les multiples allusions de Méridien de Sang. Donc, c'est-à-dire que le roman s'inscrit dans un réseau de textes antérieurs, notamment la Bible, les épopées orales, Moby Dick, Faulkner, Milton, etc., etc. Mais pour en revenir au juge Holden, qui, disons, vole un petit peu la vedette au Kid. Donc, le Kid est censé être Si on explique souvent que le Kid est le personnage principal, c'est-à-dire qu'en fait, on suit le roman à travers ses yeux, c'est-à-dire qu'il fait un peu office de narrateur. Ouais, c'est le Ishmaël de Méridien de Sang, C'est disait Ron ça. Bloom. Le Ishmael plus effacé, avec une intériorité minimale, et peut-être un peu moins ironique et moins attachant. Mais bref. Et c'est-à-dire qu'en fait, dans la bande de Glenton, donc de ces chasseurs de scalps, il y a la figure du juge Holden qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a énormément fasciné les lecteurs. Et c'est un petit peu une figure monstrueuse dont on dit qu'elle est immortelle, omniscient, il parle toutes les langues, il joue du violon, il prêche la guerre perpétuelle. Et en fait, McCarthy a puisé chez Samuel Chamberlain ce personnage en lui donnant une silhouette immense, en le rendant glabre, en le soupçonnant de crime, et il le transforme en une figure désexuée qui incarne la violence pure. Donc c'est un personnage qui demeure être une énigme pour les lecteurs, et il y a plusieurs lectures qui le rapprochent parfois de la théologie gnostique, et qui le présentent comme un archonte,
comme un espèce de prêtre noir. Il est associé à une forme de savoir absolu. Il incarne non seulement le mal, mais une puissance qui pourrait être cosmique, d'ordonnancement de destruction, une force impersonnelle, comme la guerre elle-même, et ce que confirme son propre discours sur le fait que la guerre est le jeu suprême. Donc c'est la figure métaphysique de Méridien de Sang. Comme tu le disais tout à l'heure, il est plus Moby Dick que Ahab. Et on peut aussi le comparer avec la figure du Satan moderne, de l'esthétique du mal moderne. C'est-à-dire que c'est une espèce d'actualisation de la figure du diable. Et à la place d'être une créature mythologique à cornes et à queue, Holden est décrit comme un homme cultivé, élégant, charismatique, un homme du monde séduisant et intellectuel. Et on va suivre un petit peu une représentation plus baudelairienne ou valérienne, voire goethienne de Satan. Et voilà, donc Holden, se soigne son apparence vestimentaire, il porte le parasol, le chapeau de paille, il met des habits fins, et il est aussi extrêmement cultivé. Donc cette espèce de pacte faustien en échange d'une connaissance quasi surnaturelle, donc la chimie, la stratégie, la survie, il semble avoir abandonné toute compassion humaine. Il y a notamment des épisodes extrêmement violents avec les Mexicains à la rivière, où Holden tue froidement des personnes, même blessées, il tue des enfants, il massacre sans peine. Bah, ouais, mais il est donc absolument fascinant en raison de cette somme de savoir et comment dire, de fonctions qu'il concentre. Parce que tu disais, bon, c'est moi qui le disais d'abord, mais qu'il était plus Moby Dick que Ahab. Moi, en fait, je dirais presque qu'il est les deux en même temps. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, bah je pense que si on devait le relier à Melville, il aurait peut-être un petit peu ces deux fonctions. C'est-à-dire que le personnage d'Ahab, charismatique, sa loquacité, sa violence, sa quête un petit peu monomaniaque, peuvent constituer un modèle direct pour le juge Holden, mais le rapprochement avec Moby Dick se fait aussi par le fait que Holden incarne une idée du mal, et que physiquement, alors Moby Dick c'est un énorme cachalot blanc, et Holden c'est un colosse de 2 mètres, chauve, sans poils, albinos. Donc ça me fait penser à toute une tirade, un passage de Moby Dick où justement Melville explique que le véritable mal est blanc. Alors c'est plus compliqué que ça évidemment, je vulgarise un petit peu et je le fais un peu de tête, mais il explique que la couleur blanche, de par sa transparence, le fait que ça représente au premier abord plus quelque chose en rapport avec la lumière et le divin, peut porter à confusion et finalement être la meilleure incarnation de l'idée du mal. Holden... D'ailleurs, comme figure... Pardon, je te coupe, mais je dis ça parce que comme figure maléfique, on l'a rapproché d'absolument tout. Et ce qui prouve qu'on n'y cherche pas un symbolisme un peu bas, prêt à l'emploi, une espèce de métaphore, c'est que chaque élément, chaque individu, chaque personnage dont on l'a rapproché ne fait que l'épaissir. Juan Asensio le rapprochait du colonel Kurtz, justement parce qu'il creuse depuis l'intérieur de la narration jusqu'à devenir un centre. C'est-à-dire que ce qui est à la marge de cette narration, comme la marge de la folie, devient une forme de centre. On descend un fleuve jusqu'à Kurtz, mais finalement, c'est vers lui que confluent les récits et les discours. Et c'est, comme Kurtz, un producteur de verbes shakespeariens et hautement... comment dirais-je, hautement chargé en portée symbolique et en puissance tragique. Et Bloom, lui, le rapprochait d'Iago, par exemple, dans Othello. Donc voilà, c'était pour dire qu'il a été rapproché de toutes les figures maléfiques ou de toutes les figures on va dire, de traîtres ou de savants noirs ou
comme tu disais, d'espèce de prophète ou d'anti-prophète, et que ça ne fait que l'épaissir et que lui donner de l'ampleur. Et finalement, il est énorme, il déborde du livre. Bah, je te laisse continuer sur lui, mais... Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est un jeu auquel on pourrait jouer longtemps. Le rapprocher de toutes les figures du mal qu'on peut imaginer, mais c'est parce que finalement c'est une incarnation du mal radical, mais il est tellement bien conçu, c'est un personnage qui est visuel également, c'est-à-dire qu'il y a des descriptions très fortes que McCarthy produit, par exemple, où il explique, il le décrit à côté d'un feu de camp, souvent nu ou torse nu. Il a tout un système de prise de notes où en fait il a un petit carnet où il va noter les choses qu'il trouve dans le monde, il va les dessiner. Et il y a un peu ce côté, comme tu disais, comme Kurtz, de prêcheur charismatique, mais avec la maîtrise d'un langage envoûtant, mensonger. Et finalement, c'est un peu lui qui... il est créateur de sens dans le Méridien de sang, parce que c'est un livre qui est très dépouillé de sens, c'est-à-dire qu'à force de massacres, on se demande où le roman va, et le Holden est là pour nous rappeler quel est le sens de ces massacres. Donc pour lui, la guerre a un rôle métaphysique, elle est la figure d'un mal vide, incompréhensible, qui va absorber les voix humaines, et en fait, l'ordre du monde se fait par la violence. Et c'est en ce sens que le roman creuse, c'est-à-dire que la violence n'est pas une réaction à l'ennemi, mais une réponse au vide intérieur, et le massacre est une tentative parfois désespérée d'échapper à la mélancolie, et la mort devient un instrument de puissance et plus une simple annihilation. Et d'ailleurs, le juge est comme obsédé par les notes et les croquis qu'il prend, par le monde extérieur, disons naturel pour aller vite, géologique, biologique, parce que l'autre grand personnage de Méridien de sang, c'est le désert. Et McCarthy évoque abondamment les plantes du désert, la faune du désert, parfois en des termes quasi scientifiques, parfois d'une manière beaucoup plus allusive. Il y a une séquence extraordinaire où un arbre prend feu au milieu de la nuit, où les créatures de la nuit et du désert viennent regarder le brasier. Chapitre magnifique. Et le rapport du personnage du juge Holden à ce désert est assez étrange, puisque ce qu'il compile dans son carnet, c'est, alors je sais plus comment il l'explique exactement, mais c'est pour l'amener à disparaître, enfin il veut amener les choses à ne plus être, c'est un peu ça quoi. Et en les compilant, il veut les priver de leur existence en dehors de sa compilation. Il y a tout un rapport assez obscur à la compilation, à ce qui a une place dans le livre, au rôle, comment dire, symbolique du dessin, du portrait, du croquis, disons du recensement du monde. Et je ne saurais pas le détailler tout à fait, je pense qu'il est plus intéressant à lire, puisque dans la bouche d'Holden, on semble le comprendre, même si ce n'est pas clair. Et je crois que c'est là une des grandes forces de McCarthy quand il écrit ce personnage, c'est qu'on sent qu'il est en train de nous tromper, mais que sa tromperie a du sens. Oui, bah en fait, peut-être peut-être qu'on est juste un peu bête, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'on n'est pas retardé, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très compliqué de recomposer ce qu'on a senti ou ce qu'on a compris du livre. Moi-même, qui ai lu pour préparer le podcast, j'ai lu des notes, des articles, j'ai vu des vidéos. J'arriverai pas exactement à restituer les morceaux, mais c'est vrai qu'il y a cette idée il explique que tout ce qui existe sans son consentement doit disparaître. Et justement, il efface certaines traces préhistoriques sur des murs. Et voilà, tout ça s'inscrit dans une espèce de logique, encore une fois, de faire d'Holden un espèce de démiurge. Et par moment, on a l'impression que c'est juste quelqu'un de... C'est ce que tu disais justement, où on a l'impression que McCarthy nous enfume en quelque sorte. C'est-à-dire que par moment, on a l'impression que soit le juge Holden est une personne extraordinairement douée, mais qu'il use justement de ce don pour duper les autres. Et parfois, on a véritablement l'impression que c'est cette espèce de monstre, d'alien, presque de figure démoniaque, et qu'il est véritablement hors
disons, du théâtre humain. Et bon, de toute façon, il surgit d'on ne sait où, au tout début du roman, lors d'une scène de sermon qui fait, pour le coup, à mon avis, clairement écho à la scène du sermon de Moby Dick. Le juge intervient pour dénoncer le pasteur qui est en train de proférer le sermon, en expliquant que finalement, comment dire, bon, en fait, il l'accuse de détournement de mineurs, d'avoir euh, conservé son habit de ministre de Dieu pour avoir des relations sexuelles, d'avoir eu une affaire avec une chèvre. Et il explique plus tard qu'il n'est jamais allé dans les lieux où on accusait cet homme d'avoir commis de tels crimes. Et ce qui est troublant, c'est qu'à ce moment-là, on se demande si, en fait, le juge n'est qu'un menteur qui a cherché à semer le chaos, le désordre, et c'est une certaine. Surtout face à un ministre de Dieu, donc c'est une certaine vision du mal, ou alors s'il est vraiment au courant que cet homme a fait ça, sans pour autant y être allé, ce qui est peut-être encore plus mystérieux. Donc il est Oui, paré de mystère, et moi je trouve que c'est sa force, mais ce qui est fou, c'est qu'il est paré de mystère en s'exprimant tout le temps, quoi. C'est la logorée permanente. bah oui, justement, il parle beaucoup plus que le personnage du Kid. Le Kid, lui, il est marqué par le silence, il cultive une certaine ambiguïté morale, et c'est en quelque sorte la figure de résistance au chaos de Méridien de Sang. Par exemple, il va avoir quelques gestes de compassion, il va tenter de sauver un blessé, et c'est une figure qui est assez instable. C'est pas un héros, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus le monstre euh, qu'il devrait être. C'est en quelque sorte le témoin impuissant de la sauvagerie. Et en fait, le roman va. Alors, ça, c'est une des lectures qu'on peut faire, c'est que le roman va donner raison justement au juge en tuant le Kid à la fin. C'est-à-dire que, en résistant du coup au jeu de la guerre, en voulant être un peu plus bon que les autres, il va en quelque sorte provoquer sa perte. Donc, il a une mort qui. Alors, je spoil, hein, qui fait débat, c'est-à-dire qu'elle est assez sordide, on ne sait pas trop ce qui lui arrive, et c'est uniquement justement de l'interprétation. Dont certaines sont. Donc, bon, il rencontre le juge des années plus tard, et donc il est devenu un homme, cette fois-ci, le gamin, le Kid, et le juge le tue dans les toilettes. Et on découvre le crime par le biais de deux hommes qui vont aux toilettes et qui ne décrivent pas vraiment ce qu'ils voient. Et donc ça laisse penser, bon, les interprétations sont diverses, il y en a qui disent que le juge a mangé le gamin, d'autres, je crois qu'il a été violé, c'est Bloom qui dit ça? Alors, j'ai le passage sous les yeux, je peux Ouais, vous le lire. Donc, ce sera plus éloquent, oui. le juge était assis sur le siège. Il était nu et il se leva en souriant et le recueillit dans ses bras contre sa chair immense et terrible, et poussa la planche de bois dans la gâche derrière lui. Donc, et le recueillit dans ses bras, on parle du Kid, et, euh, et ensuite, il y a une petite exclamation, voilà, c'est ça. Il se rajusta et boutonna ses pantalons et passa devant les deux hommes et remonta l'allée, donc le juge, en direction des lumières. Le premier homme le regarda s'éloigner, puis il ouvrit la porte des cabinets. Nom de Dieu, dit-il. Qu'est-ce qui se passe? Il ne répondit pas. Et on n'en sait pas plus, en fait. Et donc, il y a plusieurs lectures qui se font. On comprend que le juge absorbe le gamin, mais c'est une énigme qui reste entière, en fait. C'est ça, on suggère qu'il se fait effacer par Holden, ou qu'il est absorbé par la logique sacrificielle que Holden prêche tout le long du roman. Mais c'est très cryptique. Cryptique comme le début du roman, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, complètement. Non, mais bon, le passage est célèbre. Et moi, bon, j'ai pas d'explication. J'ai pas je sais pas si toi, il y a une version que tu préfères. Moi, j'aime bien la multiplicité, justement, des explications qui sont apportées.
je suis tout d'accord avec toi. Pour le coup, mais je pense que globalement, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que Asensio disait. C'est quelque chose qu'on sent assez. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord. J'ai l'impression que Méridien de Sang est un petit peu inépuisable aux commentaires ou en tout cas à l'interprétation. Alors, il y a beaucoup d'analyses qui se rejoignent, hein, notamment les analyses gnostiques, l'analyse sur la métaphysique de la violence, sur l'archéologie de l'Amérique. Euh, mais vu que c'est quelque chose de très elliptique et d'assez flou, finalement, ça permet du coup une multiplicité des points de vue assez intéressante. Ouais, d'ailleurs, j'en profite, tu as lu un passage en français pour dire donc, quand on compare les deux versions, la traduction de François Hirsch est splendide. Enfin, je sais pas si c'était possible de mieux traduire le livre. Euh, voilà, c'est une des plus belles traductions que j'ai lues. Franchement, c'est un chef-d'œuvre de la traduction. Donc, il faut foncer. Parce qu'en plus, par la profusion d'éléments, on va dire archéologiques, naturalistes, par le registre de la langue et ses archaïsmes, c'est pas un livre facile à lire en anglais, donc n'ayez pas peur, la traduction de François Hirsch est magnifique. Je reviens au désert comme personnage fondamental, puisque le livre suit un trajet qui, moi, m'a beaucoup fait penser à celui de la route, depuis l'intérieur vers l'extérieur du pays, jusqu'à l'océan, qu'on découvre, et avec voilà, une marche un peu de pèlerin à travers des États-Unis apocalyptiques et désolés. Pour moi, vraiment, le livre est très proche de la route dans sa construction, dans le discours prophétique de certains personnages, dans le rapport au nihilisme et à Dieu, dans la métaphysique de la violence. Deux livres frères, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, on passe le plus clair de notre temps quand on lit ce livre dans le désert. Et c'est Florence Stricker qui avait publié un livre sur McCarthy et les romans du Sud-Ouest, et qui parlait du désert comme une sorte de degré zéro du paysage, et donc degré zéro d'où émergent des visions abstraites qui font penser, je sais pas, par exemple aux peintures de Georgia O'Keeffe, à beaucoup de représentations, disons, cosmiques du désert, puisque c'est un livre extrêmement cosmique, encore quelque chose de très shakespearien, traversé par des visions dans lesquelles on évoque les Léonides, pluie de météorites, dans lesquelles on évoque donc la faune du désert, les couchers de soleil, les levées de soleil, le froid. Vraiment, la dimension cosmique du livre n'est pas à négliger. Donc elle parle du désert comme personnage fort du livre. Et je trouve que le désert a une fonction, oui, nous l'avons déjà un peu évoqué, mais de pardon, une fonction primitive par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que ce serait une zone dans le territoire américain où se concentrerait, disons, une énergie métaphysique. Moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé finalement. Je dis pas que ça parle de la même chose, mais dans le Oppenheimer de Nolan ou dans le Asteroid City de Wes Anderson, ou même dans La prisonnière du désert de John Ford, où le désert accueille des singularités, l'explosion nucléaire. D'ailleurs, il y a un passage qui décrit l'explosion nucléaire dans le désert, dans Le Passager de Cormac McCarthy. Donc on sent que le désert, comme concentration des forces naturelles et cosmiques de l'Amérique, ça le hante beaucoup. Et on sent que, et ça c'est Florence Stricker aussi qui le dit, qu'il y a une résonance de la création dans ce désert. Et que toute la métaphysique et toute l'énergie cosmique qui s'y concentre pourrait être interprétée comme le lointain écho de la création divine. Et ça, je ne sais pas à quel point c'est situé entre la théologie chrétienne et la théologie gnostique, parce qu'on dirait que que ça fait un espèce de grand écart entre les deux, presque un pont. Mais là aussi, de ce point de vue-là, de ce point de vue théologique, le livre est sujet à de nombreuses interprétations, et je dirais qu'il n'y a pas d'analyse qui se dégage clairement comme étant la bonne. Oui, bah c'est une analyse qui a été beaucoup faite sur le fait que les romans de McCarthy privilégient l'essence sur l'existence, le destin sur le libre arbitre. C'est d'ailleurs, ça fait écho à toute la tirade du juge à la fin du roman sur l'ordre du monde. Euh, oui, je trouve ça très, très intéressant, cette lecture du désert.
Moi, j'ai vu ça plus comme un enfer. L'impression que le désert était un enfer en soi, finalement. Parce que le roman abonde en fait en références religieuses, mais c'est un texte de désacralisation. C'est-à-dire que les références religieuses sont généralement déchues. Le gamin porte une Bible qu'il ne sait pas lire. Les croix servent à crucifier les gens. Et donc c'est encore une fois, c'est un monde qui apparaît vidé de Dieu ou dominé par un dieu noir ou un dieu de la guerre. Et les descriptions donc géologiques sont souvent infernales et les paysages sont plutôt des paysages de damnation. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait du sublime, mais comme encore une fois, souvent chez McCarthy, le sublime est profondément vicié ou en tout cas est infernal. Euh, donc il y a cette idée un petit peu que le monde ou la Terre elle-même porte les marques d'une malédiction qui serait archaïque. Les déserts fossiles, les volcans, les météorites, donc tous ces symboles cosmiques forment une espèce de géologie de l'enfer sans transcendance. Et le paysage en fait est loin d'être neutre finalement, et ça participe du carnage constant. Et la scène ça met en scène en fait une mémoire de la violence qui serait antérieure à l'homme, donc qui appuie ce côté sur l'essence qui précède l'existence. Et ouais, mais c'est intéressant de voir effectivement comment le livre est jalonné par des motifs symboliques, mythologiques, comme le tarot, les éléments cosmologiques, euh, etc., Quand tu etc. dis que l'essence précède, c'est Aaron Gwyn qui parlait de conservatisme gnostique chez Cormac McCarthy, euh, il me semble. Oui, enfin j'en suis même certain, il y a un Oui, c'est article ça. qu'il a rendu Exact. gratuit sur son Substack et qu'on vous conseille de lire, et il en parlait. Parce que nous citons beaucoup de sources, bon finalement il y a quand même beaucoup de... Il y a eu un beau commentaire sur Méridien de Sang quand on met bout à bout tout ce qui a été écrit. Et beaucoup des thèmes qu'on aborde et de nos propres esquisses d'analyse, ce sont des esquisses, se retrouvent ou trouvent leur écho dans ce qui a été écrit. Donc nous avons parlé de Sepich, nous avons parlé de Stricker, nous avons parlé de Juan Asensio, et Grégory Mion sur Stalker aussi a écrit un article sur le livre. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ride Conscious qui publie beaucoup aussi sur McCarthy et énormément donc sur Méridien de Sang. Parce que tout bon admirateur de Cormac McCarthy ne peut s'empêcher de parler de Méridien de Sang, donc Aaron Gwyn aussi. Et finalement, moi, je sais qu'il y a des désaccords au sein on va dire, de cette communauté d'esprit qui a posé un regard critique sur le livre, mais moi, ce que je trouve quand même assez réjouissant, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes, mais que j'ai l'impression que personne se trompe vraiment. Et ça, c'est ce que tu disais, ça fait écho à ce que disait lui-même Juan Asensio, que le livre est difficile à épuiser, voire impossible à épuiser en termes d'interprétation. Voilà. Et je pense que il vaut d'être lu parce qu'il est d'abord une expérience de lecture qui ensuite débouche sur une quête de sens vraiment profonde, circulaire, et c'est d'abord une expérience de la langue et du style, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une aventure littéraire et romanesque très forte, et que c'est pas un livre qui essaie de signifier, mais c'est un livre qui signifie, de fait, en fait, comme de manière immanente. Ouais, je suis d'accord. Et ça, peut-être pour en revenir un petit peu plus sur vraiment rentrer dans les sensations personnelles qu'on a pu avoir pendant la lecture. Moi, je me souviens que ça a été très violent, ce besoin de sens, en tout cas, ou cette envie soudaine d'aller tout de suite consulter, comprendre, lire à propos de et sur. Je me souviens que tu m'avais éclairé, tu m'avais aiguillé vers Stalker et vers Aaron Gwyn quand j'avais lu Méridien de Sang. Euh, donc, encore un livre que tu m'as d'ailleurs conseillé. Euh, mais voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais à ce propos-là. Mais d'ailleurs, bon, comme tu parles de nos sentiments à la lecture, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais revenir, j'avais dit au début que j'en parlerais, c'est le rapport de McCarthy à Faulkner. Alors bon, impossible de le démentir, il n'est que de lire l'obscurité du dehors pour voir à quel point
Faulkner est l'une des inspirations principales de McCarthy, et McCarthy est un écrivain faulknerien s'il en est, mais l'obscurité du dehors faisant plutôt écho à, mmh, à Lumière Doute. Mais dans Méridien de sang, j'ai pas senti du tout de veine faulknerienne. Alors peut-être qu'un spécialiste de Faulkner pourra m'en dire plus, ou un spécialiste de McCarthy, mais aucune phrase du livre ne me fait penser au style que Faulkner déploie dans Tandis que j'agonise, dans Le bruit et la fureur, dans Lumière Doute. Je ne ressens pas le même rapport au spirituel. Bien sûr, il partage avec Faulkner l'influence de Shakespeare, l'influence de la Bible, un rapport charnel au Sud. Donc ça, oui, s'il est faulknerien en ce sens, oui, mais dans le style, je le trouve pas vraiment faulknerien. Et peut-être plus joycien que faulknerien, même si c'est le grand livre joycien de McCarthy, selon Pétillon par exemple, c'est Sutry, avec son Knoxville qui devient le Dublin de Ulysses. Et d'ailleurs, il faut lire Pierre Pétillon sur la littérature américaine, c'est génial. Mais donc voilà, je me mettrais un peu en retrait quand on parle de, de McCarthy, et surtout de Méridien de sang, comme d'un livre qui s'inscrit directement dans l'héritage de Faulkner. Bien sûr qu'il y a du Faulkner par le Southern Gothic, par l'environnement du livre, mais dans sa forme, je pense que si vous voulez lire une forme faulknerienne, lisez L'obscurité du dehors, lisez Un enfant de Dieu, vous serez mieux servi à mon avis. Bah, en fait, durant mes recherches, j'ai très souvent vu que McCarthy était qu'on reliait McCarthy à Faulkner. Alors moi, je connais assez mal Faulkner. Je n'ai lu que Si je t'oublie Jérusalem. Non, si. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, Ouais, ouais, non, les palmiers sauvages. Oui, voilà, c'est ça. oui, C'est c'est- deux livres, deux nouvelles en un livre. J'étais plus sûr du titre. Et j'avais beaucoup souffert, je me souviens, lors de cette lecture, alors que beaucoup disent que c'est le plus simple. Mais par contre, j'ai lu ce tri, et c'est vrai que j'ai retrouvé plus d'influence stylistique de Faulkner sur McCarthy dans ce tri. Après, je pense que du coup, oui, L'obscurité du dehors, que je n'ai pas lu, doit aussi correspondre à cette analyse. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout ressenti ça dans Méridien de sang. Et finalement, je crois que je l'ai assez peu lu. Je crois qu'on rapproche beaucoup McCarthy de Faulkner pour ses premiers romans, mais que l'on rapproche pas Blood Meridian, en tout cas Bon, des romans alors de tant Faulkner. mieux. Alors peut-être Alors, que je me trompe, hein, mais non, mais ça doit être moi, à force d'entendre toujours rapprocher McCarthy de Faulkner, ce qui est, je le répète, très judicieux, qui est compris que Méridien de sang était, comment dire, était envisagé comme un roman faulknerien, parce que pour moi il n'est pas. De la même manière que ce n'est pas un roman postmoderne, mais que c'est un roman qui suscite le sens, qui suscite la quête. C'est comme un... Vraiment, après on a envie de partir en quête de quelque chose. Il y a un rapport voilà, très hermétique du livre qui le rend fascinant. ouais, je suis d'accord. Mais il y avait quelque chose dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire que quand j'avais lu Méridien de sang pour la première fois, j'avais eu un petit peu l'impression que McCarthy esquissait une espèce de préhistoire des États-Unis. Et au fil de mes lectures, je veux dire mes lectures critiques sur Méridien de sang, j'ai trouvé pas mal de points qui permettraient en fait d'attester de cette sensation ou de la De l'étayer. justifier, de l'étayer, merci. Dans un premier temps, en fait, il y a un article de Aaron Gwyn qui l'a écrit sur l'épilogue du roman. Donc un épilogue qui est très très cryptique. Je sais pas si tu l'as encore en tête, Hugo. Oui, oui, l'épilogue, oui, oui, bah, je peux le lire hein, si jamais. Ah bah Ce sera peut-être. avec plaisir, si tu l'as sous les mains. Ouais, ouais, je l'ai là. Alors, dans la lueur de l'aube, il y a un homme qui avance sur la plaine en creusant des trous dans le sol. Il se sert d'un instrument à 2 poignées et il l'enfonce dans le trou, et il fait jaillir une étincelle de la pierre dans le trou avec son acier trou par trou arrachant le feu à la roche que Dieu a placée là. Sur la plaine derrière lui sont les vagabonds à la recherche d'os et ceux qui ne recherchent rien, et ils se déplacent par saccades dans la lumière comme des mécanismes dont les mouvements sont réglés par échappement et palette de sorte qu'ils semblent retenus par une prudence
ou une circonspection qui n'a pas de réalité intérieure, et ils franchissent un par un dans leur progression cette piste de trous qui s'étend jusqu'à la limite du terrain visible, et qui semble être moins la recherche de quelque continuation que la vérification d'un principe, une validation de l'enchaînement et de la causalité, comme si chaque trou circulaire et parfait devait son existence à celui qui le précède ici sur cette prairie, où sont les os et les ramasseurs d'eau, et qui ne ramassent rien. Il fait jaillir le feu dans le trou et retire son acier, puis ils repartent tous. Alors vous voyez, quand on vous disait que ça peut être très flou et elliptique, on vous mentait pas. Mais du coup, de ce que j'ai compris, il y a deux lectures possibles qui se sont dégagées de cet extrait-là. La première, c'est le triomphe d'Holden, donc, qui mettrait en fait en scène un homme forant des trous dans la plaine et allumant des feux dans la pierre. Et ça pourrait en fait symboliser la répétition de la causalité de l'enfermement du monde dans un ordre tragique. Il y a une deuxième lecture du coup qui se fait par Bloom, me semble-t-il, qui explique que ce serait la naissance d'un nouveau Prométhée et qui ferait surgir une lumière. Donc ça s'inscrit dans une lecture gnostique, donc c'est-à-dire un petit peu d'un Prométhée qui viendrait s'opposer à l'ordre du monde actuel. Et la dernière lecture qui s'en fait, c'est une lecture qui est faite par Aaron Gwyn et que je trouve formidable, et moi c'est ma préférée. Et en fait, c'est dans cette scène où un homme semble forer le sol pour soit y invoquer un feu sacré, ou pour créer une espèce de réaction en chaîne. Il y a la dernière lecture qui explique que c'est quelqu'un qui plante des piquets. Donc, comme le barbelé arrive, en fait, dans les années 70, le Far West devient un espace qui est quadrillé, clôturé et contrôlé. Et donc le geste décrit ici serait celui de quelqu'un qui creuse pour planter un piquet et qui incarne en réalité la fin d'une ère, donc celle du monde ouvert, brutal, nomade, de celle de l'Amérique sans loi, de la préhistoire véritablement du coup des États-Unis. Et donc ce serait en fait justement la création de frontières qui permettrait de mettre fin à cette préhistoire des États-Unis. Ouais, c'est génial comme analyse. C'est génial qu'on puisse tirer ça, en fait, de quelque chose d'aussi allusif. Parce que, comme pour tout le roman, et nous ne cessons de le dire, ça n'épuise pas les interprétations possibles. Mais ça lui donne une concrétude et l'inscrit dans une histoire, et ça lui fait retrouver sa dimension historique, ou son propos historique. Ça, c'est assez génial. Bon, elle est superbe, cette interprétation d'Aaron Gwyn. Ouais, j'ai aussi trouvé ça vraiment génial, et c'est encore, je trouve qu'elle est encore plus évocatrice quand on voit que tout le long du roman, on joue sur la frontière qui n'est pas un espace de conquête héroïque, mais qui dépossède les peuplades amérindiennes avec une marchandisation de la terre et du vivant. Il y a justement des scènes où on explique comment les bisons se sont fait massacrer. Et la violence qui structure en fait le roman, les expéditions de scalping, montrent comment l'État légitime l'élimination physique des populations autochtones, et comment est-ce que c'est institutionnalisé par les États comme le Chihuahua. C'est vraiment un espèce de prélude à la destruction que le capitalisme peut... donc là c'est presque une lecture marxiste, mais que le capitalisme a pu engendrer, notamment avec cette espèce de cycle de la violence, comment la terre, les corps, les ressources ont été progressivement intégrés dans une logique de profit, d'accumulation, de racecraft, d'effacement des peuples autochtones, et cette violence, comme le disait Bloom, qui continue de bouillonner dans le présent, en fait. Où il donnait l'exemple, par exemple, des migrants haïtiens qui se faisaient fouetter à Del Rio en je sais plus quelle année, j'ai oublié. Mais je trouve ça très intéressant. Non, mais bah, complètement, parce que l'historicité de Méridien de Sang, en fait, d'une certaine manière. Et non, mais je pense que là, nous avons dit ce que nous avions à dire. Enfin, je sais pas si tu as beaucoup à ajouter, mais bon, le livre est fascinant par tous les aspects par lesquels on peut l'aborder. Verdict, c'est un des classiques du bazar, je pense que tu seras d'accord. Ah oui, moi je pense que je le mets parmi les œuvres qui me suivront toute ma vie, c'est certain. Ouais, vous voyez, enfin, si tu me permets de conclure, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Non, il me semble que c'est bon, hein, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, mais vous n'avez plus qu'à lire le livre. Nous allons, bien sûr, comme il se doit, lire la bibliothèque de Nagamadi pour, pour combler la lecture de Méridien de Sang. Voilà, nous espérons que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de lire ce très grand roman de Cormac McCarthy, ou de lire d'autres romans de Cormac McCarthy, ou de le relire. Et nous poursuivrons l'aventure du book club avec d'autres romans. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des romans à nous suggérer, des lectures à nous suggérer, eh bien nous sommes preneurs. Ça peut être intéressant de lire ce qu'on nous recommande. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous et à bientôt.